Bonjour, bonjour à tous. Donc bienvenue pour ce webinaire, sur le papier carton et sur, la chromatogénie. Je vais peut-être, vous demander de juste dans le chat bien dire, voilà si vous entendez, si vous voyez bien l'image, qu'il y ait pas de souci dès le départ. On va s'assurer de ça. Hem Très bien. Bon, j'ai des premiers retours comme quoi ça fonctionne, donc ça devrait être bon. Très bien. Alors, heu, tout d'abord, on va commencer un petit peu par les bonnes pratiques, on va dire, du webinaire. Vous verrez sur cette plateforme, donc en bas à droite de votre écran, vous avez un petit onglet, questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, au fil de la présentation et on prendra un temps à la fin de la présentation pour répondre à toutes ces questions. On vous enverra également, à l'issue de cette présentation, donc d'une part, il y aura le replay de la présentation qui sera disponible et également on vous enverra une FAQ qui reprendra un maximum de vos questions. On concaténera les questions et cetera et on enverra la FAQ comme on a fait pour le premier webinaire, pour ceux qui avaient assisté au webinaire de février. On vous enverra, comme d'habitude, un petit questionnaire à la fin également pour avoir vos retours sur l'ensemble de la présentation. Hem Alors, je vais présenter les intervenants. Donc, moi-même, donc Mélanie Emas, donc responsable recherche et innovation matériaux au sein de la direction éco-conception de Citeo. Je suis accompagnée de Florine qui va nous aider sur la gestion du webinaire. Côté CTP, donc on a la chance aujourd'hui d'avoir 4 experts du CTP avec nous. Donc on a, Claire Monod qui est chef de projet au pôle, produits fonctionnels du CTP, Éline Bartholomy, qui nous parlera aptitudes et qualifications et notamment alimentaires en ce qui concerne la chromatogénie. Laurent Lianas, donc qui est chef de projet au pôle produits fonctionnels et François Bru, également au pôle produits fonctionnels. Hem, Rapidement pour recontextualiser, donc la chromatogénie, le sujet d'aujourd'hui, c'est un des sujets que l'on travaille dans le cadre du partenariat que l'on peut avoir avec le CTP. Donc ce partenariat pour bref rappel, a 6 grands axes de travail, donc qui sont la réduction et l'allègement du matériau papier carton, l'amélioration de la recyclabilité, l'intégration de matières recyclées, l'optimisation des procédés de recyclage avec, des économies d'eau, d'énergie, les enjeux, sanitaires de l'économie circulaire, le principe de circulation des substances au sein de l'économie circulaire et puis la fonctionnalisation de la cellulose dont fait partie la chromatogénie. On avait détaillé un peu plus ce partenariat dans le cadre de du webinaire donc du 6 février. On va vous remettre le lien, dans le chat pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir. Donc lors de ce webinaire, on va faire un rappel en fait, technologique de la chromatogénie. On abordera le sujet du contact alimentaire. On aura une partie importante sur la partie essais et démonstrateurs que l'on a pu faire entre février et aujourd'hui et on reviendra sur la phase d'industrialisation de la chromatogénie. Alors maintenant, je vais laisser la parole du coup à Claire pour qu'elle nous fasse, ce rappel, technologique sur la chromatogénie. Merci Mélanie. Bonjour à tous. Comme l'a dit Mélanie, moi je vais commencer par faire un rappel assez rapide sur ce qu'est la chromatogénie. Donc pour ceux qui ont déjà vu le webinaire de février, il va y avoir quelques redites, mais ça permet de remettre un petit peu les bases. Donc qu'est-ce que la chromatogénie? Donc c'est une technologie qui a été développée il y a de ça maintenant plusieurs années, donc grâce à un partenariat entre le CTP et un laboratoire du CNRS. Et qui permet de rendre les papiers barrières à l'eau. Donc c'est une technologie de rupture qui permet de rendre ce papier hydrophobe grâce seulement à l'ajout d'un acide gras en surface de ce papier. Donc
Les étapes sont l'étape de chromatogénie, c'est vraiment très simple, donc ça se partage en 3 grandes parties. Donc la première, ça va être la dépose de notre huile réactive, donc qui est notre huile qui nous sert de réactif en surface de notre papier. Donc on peut voir un petit peu les différentes étapes sur le schéma qui est à droite. Donc le réactif, donc notre huile, elle est représentée par les petites gouttelettes jaunes. Et en surface de notre papier, on a ce qu'on appelle des groupements hydroxyles. Donc c'est des groupements OH qui sont là grâce à la cellulose du papier et du coup qui permettent de faire la réaction entre notre papier et notre réactif. Donc ensuite, la deuxième étape, ça va être le développement de la réaction. Donc ça va se faire grâce à l'apport de chaleur en surface de notre papier. Donc on va avoir la réaction justement entre notre réactif et nos groupements hydroxyles. Et donc ensuite, à la fin, on obtient un papier qui est greffé. Donc sans couche supplémentaire, mais juste par le greffage de quelques molécules en surface de notre papier. Et en fait, nous, notre troisième étape, ça va être le nettoyage de ce papier pour éliminer soit des acides gras qui n'auraient pas réagi, soit de l'acide chlorhydrique qui est en fait un coproduit de réaction qui est produit en très faible quantité, mais du coup qu'on évacue lors de cette phase. L'avantage de la chromatogénie, c'est qu'il peut être également appliqué à des papiers qui ont été préalablement couchés. Donc là, c'est ce qui va nous intéresser tout particulièrement aujourd'hui. Donc, on a une étape préalable, du coup, à l'étape de chromatogénie. Ça va être l'étape de couchage du papier. Et donc, nous, on utilise de l'alcool polyvinylique, donc qu'on appelle ici PVOH. Donc, cet alcool polyvinylique va être déposé en surface de notre papier ou notre carton. Donc, en moyenne, on va déposer entre 3 et 8 grammes par mètre carré de PVOH. Ça va dépendre un petit peu de notre substrat d'origine. Donc, si on a un papier très fin, on va déposer moins, ou un carton épais, on va déposer plus de PVOH. L'avantage de ce PVOH, c'est qu'il a une très bonne barrière à l'oxygène et à la graisse. Par contre, c'est un matériau qui est très hydrosoluble, donc très sensible à l'eau. Et l'avantage, par contre, c'est qu'il a énormément de groupements hydroxyles. Donc, les groupements OH qu'on a également sur notre papier, on les a également sur notre PVOH. Et du coup, ce PVOH est très réactif également à la chromatogénie. Donc, c'est l'avantage. Ça veut dire qu'on peut effectuer une étape un greffage par chromatogénie sur une couche de PVOH. Le couchage de PVOH, donc pour ceux qui ne sont pas forcément du domaine papetier, c'est un couchage classique. Donc ça peut se faire donc le mode d'induction donc qui se fait chez les papetiers ou les transformateurs. Donc c'est de l'induction classique, donc un couchage classique de PVOH. C'est la méthode la plus répandue. On peut également faire cette dépose de PVOH par impression chez des transformateurs ou chez des imprimeurs. C'est une méthode qui est un petit peu moins courante, mais qui peut se faire. Et cette couche de PVOH, elle va être nécessaire pour l'aptitude au contact alimentaire du matériau greffé. Mais ça, du coup, on va y revenir par la suite du webinaire. Donc, une fois qu'on a déposé notre couche de PVOH, on a la deuxième étape, donc le greffage par chromatogénie. Donc, comme je disais, notre PVOH a des groupements hydroxyles et donc peut être greffé par chromatogénie. Et du coup, notre matériau qui était initialement très sensible à l'eau, donc hydrosoluble, va devenir lui-même protégé par cette étape de chromatogénie et donc on va obtenir un matériau qui est barrière à l'eau et également à la vapeur d'eau. Et le greffage par chromatogénie, lui, se fait via une machine dédiée, sur laquelle je vais revenir sur la slide suivante. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette machine, donc, on tourne entre 50 et 800 mètres par minute. On a des températures de réaction qui sont comprises entre 180 et 200 degrés environ, et une durée de réaction qui est à peu près de 3 à 4 secondes. Et enfin, quelque chose qui est assez important, c'est qu'on vient déposer très peu de réactifs. Donc, on dépose entre 0,1 et 0,5 grammes par mètre carré de réactifs en surface de notre papier, ce qui fait qu'on consomme très peu de réactifs, mais également qu'on va produire très peu d'acide chlorhydrique, comme je vous ai dit que c'était un des coproduits de la réaction.
Donc voilà à quoi ressemble la machine de chromatogénie. Donc là, c'est un schéma de la machine qu'on a nous au CTP. Donc la chromatogénie, c'est un procédé bobine-bobine. Donc ça veut dire qu'on part d'une bobine de papier et qu'on arrive à une bobine de papier qui, elle, sera greffée. Donc on a notre bobine qu'on veut greffer, qui est placée au niveau d'un dérouleur. Ensuite, on va rentrer au niveau d'une hotte aspirante qui va permettre justement d'extraire cet acide chlorhydrique. On a un rouleau anilox, donc c'est un rouleau qui est gravé avec plein de petites aspérités, avec un certain volume qu'on va remplir avec notre réactif. Donc cet anilox va rentrer en contact avec le papier, donc on va déposer des gouttelettes de notre réactif en surface de notre papier, et ensuite notre papier passe au niveau d'un rouleau chauffant qui donc va permettre de faire la réaction de chromatogénie. Avant la sortie de la hotte, on a notre lame d'air chaude, qui est notre étape de nettoyage, si on revient par rapport à ce qui a été dit sur la première slide. Donc cette étape de nettoyage qui permet d'éliminer donc l'acide chlorhydrique, mais aussi du réactif qui n'aurait pas réagi. Ensuite, la sortie de la hotte, on a des boîtes de vapeur qui permettent de réhumidifier notre papier, un cylindre refroidissant et enfin un enrouleur qui permet du coup d'obtenir notre bobine qui est greffée. Donc là, il y a quelques dimensions qui permettent de donner un aperçu de la taille d'une machine de chromatogénie. Donc c'est une machine qui est quand même assez compacte. Donc on a une machine qui fait à peu près 5 mètres de haut sur 15 mètres de long. Les 3 mètres de large, bon ça va dépendre bien sûr de la lèse du papier, mais ça permet de donner quand même une idée. Et sur la droite, vous avez des coûts d'estimation de ce que coûte une machine par chromatogénie si vous voulez la construire chez vous. Donc ça coûte entre 2,5 et 3 millions d'euros. Donc sachant que la majorité du coût sera sur bien sûr la hotte avec les rouleaux chauffants, ainsi que l'anilox et enfin les différents autres rouleaux qui vont être utilisés. Donc ça, ce coût, il a été fait pour une machine bien particulière qui aurait une lèse de 1,7 mètre et tournant à une vitesse moyenne de 150 mètres par minute. Donc voilà pour ma partie. Merci Claire pour ce rappel. Oui, l'idée c'était d'avoir une estimation de coût d'un module pour pouvoir aussi vous aider dans les réflexions futures. Mais évidemment, ce sont des prévisionnels et c'est à ajuster. Alors maintenant, on va donc c'est Éline Bartolami qui va prendre la parole sur le sujet de l'aptitude au contact alimentaire. On a communiqué, effectivement, on a réussi à avoir cette aptitude, mais on souhaitait revenir un peu plus en détail sur les conditions de cette aptitude au contact alimentaire. Donc Éline, je te laisse la parole. Merci. Donc l'aptitude au contact alimentaire, elle repose en Europe sur un règlement tout d'abord, donc un règlement européen qui est le règlement 1935-2004 et qui impose l'inertie de tous les matériaux, qu'ils soient greffés par chromatogénie ou non, qui vont être destinés à entrer au contact des aliments. Donc qu'est-ce que ça implique pour tous les matériaux papier-carton? En Europe, nous n'avons aucun texte qui est harmonisé pour les papiers-cartons, pourra nous donner les outils d'application de ce règlement 1935-2004. Donc on va se tourner vers les pays, donc à l'échelle nationale, on va pouvoir trouver des critères spécifiques et globaux de pureté qui vont être définis. En l'absence d'harmonisation donc dans l'Union européenne, on va principalement se concentrer sur 2 textes qui sont pris en référence. Donc il y a des textes en Allemagne, ce sont les réglementations BFR 36 avec des déclinaisons, la réglementation BFR 36.1 notamment, que je parlerai un petit peu plus tard dans ce webinaire, pour les papiers cartons destinés au contact alimentaire qui vont être destinés à des températures de 90 degrés maximum de contact avec les aliments. On a un deuxième texte qui est la fiche MCDA numéro 4 qui a été mise à jour en 2019 par la DGCCRF et donc qui est aujourd'hui en Europe le texte le plus strict et qui est français. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les matières premières qui vont être amenées à entrer dans la composition d'un matériau ont la nécessité d'être évaluées pour leur aptitude au contact alimentaire. Donc, qu'est-ce que cela implique?
Cette évaluation, cela signifie qu'il faut que chacun des réactifs soit listé sur des listes positives pour démontrer qu'il n'y a pas de risque de leur utilisation pour les matériaux aptes au contact alimentaire. Donc ça nécessite un dépôt d'une pétition. Donc la pétition, c'est un dossier qui va regrouper un certain nombre d'étapes pour démontrer l'innocuité de votre matériau. Donc le dépôt de cette pétition, l'objectif, pour nous, c'était de faire figurer la chromatogénie, sur, la liste positive du BFR avec des substances, donc parmi les substances autorisées dans les matériaux papier carton destinés à entrer au contact des aliments. Donc pourquoi le BFR en Allemagne et pas la France? Alors en France, la DGCCRF n'évalue pas les nouvelles matières premières et donc il n'y a pas de liste positive dans la fiche MCDA numéro 4. Donc on a choisi donc d'aller, vers le BFR qui, a la compétence et des personnes dédiées pour l'évaluation de l'aptitude au contact alimentaire de la chromatogénie et pour son expertise qui est reconnue sur le matériau papier carton, au sein de l'Union européenne. Et plus généralement, le BFR est très largement connu au niveau mondial. En quoi consiste un dossier de pétition au BFR? Donc c'est une étude de risque qui va permettre de montrer l'inertie du matériau papier carton greffé afin d'assurer l'absence de risque pour le consommateur. Ça regroupe un certain nombre d'étapes. Donc on va avoir dans un premier temps la description des procédés de fabrication et de purification, le type de contact que l'on envisage, ensuite des essais pour démontrer les migrations et les extractions qui peuvent avoir lieu depuis notre matériau. Donc on pourrait avoir à la fois des extractions ou des migrations du réactif, d'impuretés ou de composés néoformés. Et enfin, pour toutes ces substances qui vont être amenées à migrer ou à être extraites de notre matériau, une étude toxicologique pour montrer l'absence de toxicité pour le consommateur. Donc, qu'est-ce qui a été pétitionné donc avec Citeo et le CTP? C'est le PVOH greffé par chromatogénie qui a obtenu l'aptitude au contact alimentaire en juin 2024. Donc, il est inscrit sur la liste positive de la recommandation BFR 36.1 et selon un certain nombre de conditions. Donc, les conditions qui ont été autorisées, ce sont donc des conditions d'un simple greffage du PVOH par le chlorure de palmitoyl, et ceci pour un usage à des températures inférieures ou égales à 90 degrés. On a ciblé les aliments secs, humides, non acides, ça veut dire ce qui signifie un pH supérieur à 4,5, et les aliments gras. Donc j'ai émis une petite limitation, en effet, sur le pH de l'aliment qui a été autorisé par le BFR 36.1. C'est qu'on avait donc dès le départ travaillé sur l'ensemble des aliments. Et il y a une petite nouveauté du BFR en 2024, c'est le contact acide. C'est un contact qui jusqu'à présent n'était pas demandé par les Allemands. Et nous avons déposé notre dossier en 2023 et le temps d'analyse de notre dossier, on a abouti à une autorisation en juillet 2024 avec la question de: est-ce que les tests ont été faits pour le contact acide? Et en effet, ça n'a pas été fait. Donc voilà, ce n'est pas qu'on est non apte au contact acide, c'est que ces éléments n'ont pas été vérifiés. Autre possibilité pour compléter cette autorisation, ce serait d'aller vers la cuisson et donc d'inscrire le greffage du PVOH couché par le chlorure de palmitoyl vers donc le BFR 36.2. Maintenant que notre PVOH greffé est listé sur la liste positive du BFR 36, qu'est-ce qu'il nous reste à faire en tant qu'industriel? Donc, il nous reste à faire la même chose que ce que tous les papetiers, les transformateurs, les metteurs sur le marché doivent faire pour les matériaux papier-carton destinés à entrer au contact des aliments. C'est-à-dire qu'il va falloir produire
le matériau en respectant les bonnes pratiques de fabrication définies dans le règlement de l'Union européenne 2023-2006 et valider l'aptitude au contact alimentaire du produit fini selon le texte de référence nécessaire. Donc, ça peut être le texte allemand, donc la recommandation BFR 36.1, ou encore en France avec la fiche MCDA numéro 4, donc qui a été mise à jour, comme je vous le disais, en janvier 2019 par la DGCCRF. Et ce texte devra être validé, du coup, cette aptitude, pardon, devra être validée pour tous les matériaux qui seront produits ou vendus sur le sol français. Très bien. Merci beaucoup, Éline. Donc, ce long chemin d'aptitude au contact alimentaire, bon, au final, a été quand même payant parce qu'on a eu l'aptitude, mais avec une petite pointe de retenue, effectivement, par rapport à cette nouveauté du contact acide. Mais bon, en tout cas, le plus gros du chemin a été mené, donc on est quand même très content. Je vous le cache pas. Ensuite, donc après c'est le contact alimentaire, on a fait un certain nombre d'essais depuis février. Donc on souhaitait aussi, partager avec vous, les essais qu'on a effectués avec des industriels et également des retours des industriels qui ont fait des tests. Donc pour ça, je vais laisser la parole à Laurent Lianas qui va nous présenter cela. Oui, merci Mélanie et bonjour à tous. Donc, l'objet de cette présentation, ça va être de vous présenter en fait toute la phase d'industrialisation que nous avons réalisée. Donc, on vous avait présenté dans le premier webinaire un petit peu les démonstrateurs. Et aujourd'hui, on s'est vraiment focusé sur la partie industrialisation avec donc la partie dépose de PVOH, la partie greffage par chromatogénie et donc jusqu'à la transformation des papiers traités par PVOH chromatogénie pour en faire, vous allez voir, différents objets. Et donc, c'est ce qu'on va regarder un petit peu dans le détail. Donc, avant d'attaquer sur vraiment la phase industrialisation, un petit rappel parce qu'en fait, on avait peu parlé des performances en termes de valeur, on va dire qu'on obtient de performance barrière qu'on obtient avec le greffage PVOH et plus la chromatogénie. Et donc là, c'était un petit tableau de synthèse qui permet de voir qu'effectivement, sur les valeurs de barrière à l'eau, de barrière à la vapeur d'eau, donc dans les conditions 2350 ou pour des barrières d'OTR, on obtient d'excellentes performances avec, donc vous avez sur le côté gauche le carton qui a été utilisé en fait pour la réalisation de ces tests et de ces analyses de performance. On voit qu'on a pour la partie vapeur d'eau dans conditions tropicales des valeurs de barrière qui sont un peu plus moyennes, mais on reste quand même sur des choses qui sont vraiment très très bien. Et donc, en fait, ces cartons produits, eh ben, effectivement, ils sont également transformables, c'est-à-dire qu'on peut venir faire de l'impression. Alors, c'est de l'impression qui est validée avec du Corona, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'offset, de la flexo, de la sérigraphie, du jet d'encre. On peut réaliser également des collages avec des bases aqueuses, alors avec des produits qui sont à sélectionner. On peut faire également du collage hot melt. Et on fait donc pour ces assemblages-là, on n'utilise donc pas le thermocellage, mais on vient utiliser du soudage par ultrasons, dont on aura l'occasion de reparler dans ce chapitre-là. On a également validé tout ce qui est analyse de fin de vie avec le recyclage dans la filière carton et les aspects compostables industriellement et également d'un point de vue ménager. Alors, quel marché on peut viser en fait avec des papiers qui sont enduits de PVOH et greffés par chromatogénie? Vous avez ici un panel des marchés potentiels sur lequel on pourrait utiliser cette technologie. Donc la partie frais et surgelé, la partie épicerie sec et gras, la restauration emportée et tout ce qui est un petit peu hors alimentaire. Sachant qu'on a déjà validé dans certains cas de figure, comme par exemple dans les fruits et légumes, des applications sur des barquettes de fraises où on vient utiliser donc cette technique de PVOH et de chromatogénie.
On a également la partie qui concerne les gobelets, où cette technologie également fonctionne vraiment très très bien. Et puis on a des choses qui sont en cours de développement et en cours d'analyse sur la partie surgelée principalement, par exemple pour des glaces, ou alors sur des barres chocolatées. Pour rentrer dans le cœur de la partie industrialisation, donc nous avons réalisé un certain nombre d'essais donc en partenariat avec le groupe Lacroix. Donc pour rappeler un petit peu sur quel matériau nous avons travaillé, donc on a réalisé, donc on est parti de carton cup format sur lequel on est venu réaliser donc au stade industriel, donc chez notre partenaire UMV, une induction de PVOH par un système d'induction. Hein, c'est souvent ce système-là qui est plutôt sélectionné pour venir déposer le PVOH, même si, comme l'a expliqué Claire tout à l'heure, on peut également le réaliser avec, par exemple, de la flexo ou de l'hélio. Donc là, on a fait l'induction de PVOH chez UMV. Derrière, on a réalisé le greffage sur le pilote du CTP et donc on est venu réaliser en fait les différents démonstrateurs. Donc chez Lacroix, en l'occurrence, c'est les petites barquettes que vous avez ici, donc par du thermoformage. Donc vous voyez ici un petit peu le module de thermoformage. Donc l'application finale de ces barquettes, c'est pour des produits fromagers. Alors ça peut être également pour des fruits secs ou pour de la viande. Et donc, l'objectif, c'était de remplacer les barquettes actuelles. Donc, il y en a deux sortes. Il y avait celles qui avaient donc du carton et du PE. Donc, on remplace par un carton plus PVOH chromatogénie, mais également des barquettes bois plus PET. Alors que le PET, en fait, est collé avec une colle PU. Et donc, on pourrait remplacer cette partie-là également par un traitement du bois avec PVOH et chromatogénie. Donc, on a demandé un petit peu à nos partenaires industriels, donc à Lacroix, d'apporter un petit peu son témoignage et son point de vue par rapport à la chromatogénie. Et donc, vous avez ici le témoignage de Louise Combe, donc avec qui nous avons travaillé donc justement sur le développement de ces barquettes thermoformées, donc sur une phase industrielle. Et vous voyez donc, c'est Lacroix, eux, ce qu'ils recherchent aujourd'hui, c'est un nouveau matériau pour venir remplacer en fait les matériaux plastiques. Et donc, le fait qu'on ait obtenu aujourd'hui la validation du contact alimentaire pour la chromatogénie, ça va leur permettre de pouvoir travailler sur ce marché de l'emballage avec un monomatériau, donc PVOH chromatogénie. Donc ça, c'est vraiment un plus pour leurs clients. Et donc, il y a d'autres développements qui seront visés par la Croix. Donc là, aujourd'hui, on a travaillé principalement sur le marché du fromager, mais il pourrait y avoir d'autres applications envisageables sur les produits de la mer, par exemple, la charcuterie, la viande, sur les produits frais ou ultra frais, et également, par exemple, sur les pots de sel, où c'est un pot aujourd'hui en carton traité avec du PE, où on pourrait venir utiliser donc le PEH et la chromatogénie pour pouvoir développer les propriétés barrières nécessaires. Également, une deuxième application qu'on a réalisée en phase d'industrialisation, c'est avec la société Cartec, donc qui est un imprimeur transformateur. Et donc là, c'est des barquettes alimentaires qui sont soudées par soudage ultrason. Donc il y a également donc Cartec qui est notre partenaire sur cette partie-là, et également la société Sonimat. Donc Lionel Bouvy, qui est aujourd'hui présent avec nous, témoignera sur la partie plutôt soudage ultrason. Et donc là, on est parti également sur des cartons qui ont été traités de la même manière, c'est-à-dire que l'induction PVOH a été réalisée en milieu industriel, donc avec un système d'induction conventionnel. On a réalisé derrière la partie greffage par chromatogénie et on est venu donc faire la transformation de ce carton chez Cartec pour fabriquer, comme vous le voyez, ces petites barquettes qui sont plutôt pour des applications finales destinées à la restauration rapide, à la vente à emporter. Donc, ça va concerner des aliments gras solides comme les frites, le poulet, les saucisses, etc. L'idée étant de remplacer aujourd'hui un carton plus PE par un carton traité avec PVEH et chromatogénie. Donc là, le soudage par ultrason prend tout son sens et donc on a pu réaliser en fait la soudure ultrason sur les 4 coins de la barquette. Et donc
Une seule a été réalisée dans un premier temps au stade industriel, mais on a pu valider effectivement qu'au stade industriel, la soudure US de la barquette fonctionne très bien. Donc je vais laisser d'abord citer le témoignage de Jean-Michel Léon, qui est le PDG de la société Cartec, avec qui nous avons donc collaboré pour la fabrication de ces barquettes pour le snacking. Donc lui aussi, c'est un utilisateur en fait de barquettes carton. Beaucoup de cartons qui sont traités soit avec des complexes PP, des complexes PE, ou alors avec du PET. Et donc, oui, vous avez besoin du contact alimentaire. Et donc, il était particulièrement content qu'on ait développé cette technologie de chromatogénie pour pouvoir apporter ce contact alimentaire, pour pouvoir également travailler sur un monomatériau. Et donc, en plus, qui a l'avantage de ne pas utiliser de la colle pour venir assembler en fait les coins de la barquette, mais de pouvoir utiliser une nouvelle solution avec la soudure ultrason. Et là, ça a vraiment un avantage qui lui permet en fait de remplacer les colles traditionnelles qui sont utilisées pour le collage de la barquette. Donc, je vais laisser le soin à Lionel de dire quelques mots sur la société Sonimat et également nous donner un petit peu son point de vue par rapport à la chromatogénie et au soudage ultrason. Oui, bonjour à tous. Donc Sonimat est donc intégré au groupe Aeroc Technologies. Donc on conçoit, on développe des systèmes de soudure par ultrason, notamment pour la soudure en fait des thermoplastiques initialement. Et donc avec le CTP et puis Cartec, on a travaillé sur une solution de soudure du coup pour la soudure des papiers avec chromatogénie, donc avec différents essais en fait réalisés. Et du coup avec des résultats très encourageants. Et dans l'idée de technologie pour les applications de ce type. Voilà. Très bien, merci beaucoup Lionel. Ça a un petit peu coupé au milieu, mais bon, on avait on a assuré le coup en reprenant un petit peu vos verbatims. Donc merci Lionel, merci Laurent. Je pense que c'est très intéressant et c'était important pour nous de vous faire un retour. Voilà, un retour des industriels qui ont pu tester et mettre en œuvre sur leur ligne. Parce que comme toute nouvelle technologie, on peut faire tous les essais qu'on veut en laboratoire, mais tant qu'on l'a pas testé chez les industriels, et ben voilà, on n'a pas tous les résultats. Alors voilà, on poursuit en fait ce webinaire en on a fait des tests industriels. Maintenant que les tests industriels, voilà, ont été réalisés, on va vous parler de cette industrialisation, comment et quelles seraient les étapes en fait qui pourraient être menées pour aller jusqu'à l'industrialisation de la technologie. Donc c'est François Bru qui va nous parler de tout ça. Tout à fait. Merci Mélanie pour l'introduction. Bonjour à tous. Dans cette dernière partie de ce webinaire, je vais vous parler un petit peu du processus, du cheminement, afin de pouvoir franchir donc l'étape de l'industrialisation pour implémenter donc la technologie de chromatogénie. Donc c'est un processus sur lequel au CTP on a un certain recul et un certain retour d'expérience, puisque du coup, on a pu par le passé donc être impliqué dans la construction de 3 machines donc, qui étaient à des visées d'application non alimentaires, avec 2 machines donc, qui ont été installées en Corée du Sud et une machine en Europe. Donc c'est un processus qui se découpe en 3 étapes principales. Donc la première étape consiste finalement à regarder l'adéquation du ou des produits par rapport aux différents marchés que les industriels souhaitent cibler. Donc, c'est-à-dire qu'on va réaliser donc des essais sur le pilote de chromatogénie du CTP afin de pouvoir évaluer les différentes performances barrières. Et comme l'a évoqué Eline tout à l'heure, donc même si à présent donc le PVOH greffé par chromatogénie fait partie de la dispositif du BFR, il faudra malgré tout donc faire les différents essais pour pouvoir valider les bonnes pratiques de fabrication ainsi que valider le contact alimentaire du point de vue de la réglementation en vigueur.
Dans une deuxième étape, donc au CTP, on a pu déjà établir donc une base de cahier des charges. Et l'idée, donc dans cette deuxième étape, c'est de finalement adapter le cahier des charges à vos objectifs, de l'adapter en fonction de vos différents besoins, et donc d'apporter notre support concernant donc la conception et le design de la machine que vous allez souhaiter vouloir construire, et également finalement d'aiguiller sur le choix des différents équipementiers avec lesquels il sera possible de travailler. Et donc la troisième et dernière étape est bien évidemment donc l'installation de la machine et de fait sa mise en route avec le démarrage industriel, où du coup il sera possible donc de vous épauler par rapport donc à la formation d'un point de vue technique de l'équipe opératoire, et également sur les différents aspects de sécurité, et évidemment donc sur les premiers mois de mise en route et de production, de pouvoir faire un suivi qualité par rapport au début d'exploitation. Donc sur ces différentes étapes, donc vous voyez, donc on est autour de 3 mois, 2 à 6 mois, 4 et 6 mois. Dans l'idée générale, la durée estimée donc de ce type de processus est entre 12 et 15 mois pour réaliser ces 3 étapes. La première étape donc d'adéquation du produit représente un budget prévisionnel autour des 50 000 €. Et la deuxième et troisième étape représentent un budget prévisionnel qui est compris entre 100 et 150 kg. À présent, pour poursuivre, donc pour discuter et donner quelques règles générales par rapport à la licence d'exploitation concernant la technologie de chromatogénie. Donc, quelques règles générales par rapport à comment se déroule une licence. Donc, il y a une somme forfaitaire qui est décidée du coup à la signature. Il y a du coup des redevances qui peuvent s'exprimer en quelques pourcents des ventes nettes de produits, ou alors par rapport à un coût au mètre carré de produits réalisés. La durée de cette licence donc correspond à la durée des brevets en vigueur, donc à savoir jusqu'en 2032, et ce sont des licences qui sont non exclusives. Par rapport du coup aux deux copropriétaires du brevet, donc, que sont le CTP et le CNRS Innovation. Le CTP est l'interlocuteur principal lors de la définition de ces licences, et également, il y aura également le CNRS Innovation pour la partie rédaction. Et finalement, donc pour la licence, c'est quelque chose qui est vraiment défini au cas par cas, et qui est défini donc en toute confidentialité avec le partenaire industriel par rapport à son business model, à la valeur qu'il souhaite créer pour vraiment avoir des guidelines de licence qui sont au plus justes. Donc par rapport au prix de revient du produit, les volumes de marché ainsi que sa valeur, car cela va vraiment dépendre du marché. On se doute qu'il y a des différences entre un marché de commodité ou un marché tel que le luxe. Et je vais maintenant redonner la main à Mélanie pour conclure. Merci beaucoup François. Donc c'était dans cette partie, nous paraissait important voilà, de vous repréciser les différentes étapes pour l'industrialisation. Donc, si on récapitule un peu, la chromatogénie aujourd'hui, elle répond à un besoin effectivement sur la barrière du carton à l'eau et à la graisse. Il y a des solutions qui existent effectivement, des inductions, des laminations, mais là avec la chromatogénie, on vient chercher à maximiser aussi cette part en fibres. On peut atteindre des 96-97% de fibres par rapport à d'autres types d'induction ou de lamination. Donc ça, c'est important. C'est une solution qui s'ajoute en fait au panel de solutions aujourd'hui qui existent. Donc il y a des lignes de chromatogénie en Asie notamment, mais elles ne sont pas du tout, elles n'ont pas vocation d'être sur l'emballage.
Donc aujourd'hui, on arrive un peu à un moment charnière, en fait, sur cette chromatogénie. On a, mené un long travail avec le CTP et Citeo, voilà, pour amener cette technologie de chromatogénie à un niveau, à une pré-industrialisation. Et aujourd'hui, on est vraiment devant cette marche, en fait, de l'industrialisation et là, on peut pas y aller tout seul, en fait. Le couple CTP et Citeo a ses limites. Donc notre travail a été de, bah, en gros de tout mettre un peu sur la table et aujourd'hui, c'est vraiment, c'est un choix aussi de la part des industriels d'y aller ou de pas y aller. Mais en tout cas, on a essayé, voilà, de fournir un maximum d'éléments pour, voilà, d'éléments et de décisions pour les industriels. Hem, Aujourd'hui, donc on a, comme je disais, on arrive à un point un peu charnière. L'idée à la suite de ce webinaire, c'est qu'on puisse identifier côté Citeo les industriels. Alors à la fois les utilisateurs finaux et à la fois, les fabricants et qui seraient prêts à installer, un module pour, bah, pour dire est-ce qu'il y a des aussi à la fois des utilisateurs et des fabricants qui sont intéressés par cette techno, et qui auraient envie en fait de se lancer là-dedans pour qu'après nous on puisse dire: «OK, ben, il y a peut-être 2, 3 ou 500 je sais pas industriels intéressés. Comment on fait pour accompagner ces gens-là?» Donc on a vraiment besoin, bah, que vous vous manifestiez quelque part pour nous dire: «Bah, ouais, c'est intéressant, pour, mes produits, ça semble tout à fait pertinent» ou pas du tout ou voilà. Donc on va vous transmettre en fait un formulaire un formulaire pour que justement vous puissiez, bah, manifester votre intérêt pour la technologie et à la fois soit pour l'utiliser, comme je disais tout à l'heure, en utilisateur, final, soit au contraire en industriel en souhaitant, installer le module de chromatogénie chez lui. Donc il y a ce formulaire et puis en parallèle, il y a également on a créé une boîte mail, voilà, dédiée si vous avez des questions autour de la chromatogénie et cetera qui n'auraient pas été répondues, dans le cadre de ces 2 webinaires sur la chromatogénie et dans les FAQ qu'on a fournis. Ou si voilà, n'hésitez pas aussi à utiliser cette boîte mail. Je pense que j'ai tout dit. On va pouvoir passer, aux questions-réponses. Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui ont été, auxquelles on a répondu dans le cadre du chat. On va reprendre dans l'ordre. Tout à fait. Et du coup, je vais prendre la relève du coup pour la partie questions. Effectivement, il y a une partie qui ont été répondues dans le chat et on va essayer de répondre au maximum. Du coup, maintenant avec les experts du CTP. Et on va commencer tout de suite avec une première question qui a été posée plusieurs fois, qui est le lien donc avec est-ce que l'induction PVOH, enfin voilà, quelle est la position de l'induction PVOH au regard de la single-use plastique de la SUP. Et du coup, je vais laisser la parole à Philippe, s'il est... hop, alors, Philippe n'est... Alors, je ne sais pas s'il pourra répondre. Hop, le temps qu'il... Bon. C'est bon, on t'entend bien. Du coup, alors ce qu'il faut vraiment, ce que j'ai déjà mis sur quelques réponses, il faut faire attention entre... il y a une directive SUPD, donc c'est une directive européenne, et après il y a eu des transpositions via des lois par pays. Donc globalement, par exemple en France, c'est la loi AGEC, mais en fait c'est difficile de répondre à certaines questions parce qu'en fait ça va vraiment dépendre de si on se place sur le marché français, sur le marché allemand, sur le marché polonais. Donc en fait c'est vraiment la transposition. Et il faut aussi faire attention entre SUPD et plastique. Il y a des choses qui sont exclues dans la SUPD. Et donc en fait c'est vraiment au cas par cas en fonction de ce qu'on souhaite faire et sur quel marché. Donc pour des points très précis, un exemple précis, on pourra regarder et répondre. Merci Philippe.
Je vais enchaîner tout de suite avec une autre question qui a également été posée plusieurs fois, c'est la question de la recyclabilité. Comment des papiers cartons qui ont été greffés, donc PVOH chromatogénie, vont se comporter au recyclage et est-ce que ça peut être perturbateur ou non du recyclage? Donc pour cette question, Mélanie, si tu veux intervenir pour la partie recyclabilité. Alors aujourd'hui, on a fait les tests de recyclabilité, effectivement. Ah oui, on est à côté, alors il y a un peu un petit doublon, mais c'est bon. On a fait les tests de recyclabilité, donc ça ne perdure pas la recyclabilité en process papetier, hein, sachant que on est vraiment à l'échelle de la molécule de cellulose, donc même si, voilà, si c'est greffé, ça ne perturbe pas la recyclabilité. Et je vois également qu'il y avait un sujet sur la compostabilité. Alors oui, il y a des tests ont été faits sur, la compostabilité comme le présentait, Laurent tout à l'heure. Donc, c'est compostable industriellement et c'est validé Home Compost également, bien que sur, l'emballage au global, on ne recommande pas, voilà, la compostabilité. Mais oui, ça l'est. Merci Mélanie pour cette réponse. J'enchaîne avec une question par rapport au contact alimentaire. Donc ça va être une question pour Éline. Et donc on avait une question sur le quid de l'utilisation du papier greffé vis-à-vis de la cuisson. Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas testé. C'est tout à fait envisageable de mener les tests dessus. L'idée là, c'était déjà d'avoir une première étape et le BFR 36.1 nous semblait déjà une sacrée étape à franchir. Mais en effet, ça peut être l'étape suivante. Et s'il y a des industriels intéressés, on est là pour vous accompagner. Merci Éline pour cette réponse. Une question pour Claire cette fois-ci vis-à-vis du coup de l'application du greffage en chromatogénie avec la cellulose moulée. Est-ce que c'est possible d'utiliser de la cellulose moulée et la différence avec le carton? Oui, c'est possible. Alors par contre, on va pas utiliser du tout la même machine. Donc par exemple au CTP, on a un robot spray qu'on utilise pour déposer le réactif en surface d'objets en 3 dimensions, parce que ça va être bien sûr la contrainte avec la cellulose moulée, c'est qu'on va pas avoir une bobine à passer directement, mais déjà un objet qui va être mis en forme. Et du coup, oui, c'est possible, et on a un robot qui a été choisi spécifiquement justement pour déposer très peu de réactifs en surface, donc pour reproduire au mieux ce qui est fait avec notre Anilox sur notre machine pilote ici au CTP. Merci Claire. J'enchaîne avec une question à nouveau sur le contact alimentaire. Donc ça va essayer pour Éline. Et donc sur le contact alimentaire, on a vu ici donc voilà qu'on a eu l'aptitude au contact alimentaire pour donc le PVOH greffé avec la chromatogénie. Donc qu'est-ce qu'il en est uniquement de la technologie de chromatogénie mais sans l'induction de PVOH? Alors, sans induction de PVOH, on va perdre les propriétés barrières aux graisses. Si on est sur un papier, je sais pas, un papier simple, voilà, comme ça, apte au contact alimentaire, on va perdre en effet les propriétés barrières aux graisses. On aura uniquement un papier greffé donc par chromatogénie qui sera barrière à la vapeur d'eau et à l'état humide. Et ça n'a pas été testé. On n'a pas monté de dossier de pétition sur ce type de matériaux. C'est également quelque chose qui peut être envisagé. On a des premiers tests qui ont été réalisés et par manque de financement, on n'est pas allé plus loin, mais ça peut tout à fait être envisagé s'il y a des industriels qui sont intéressés. Merci Éline pour cette réponse. Il y a également des questions vis-à-vis en fait. Donc, est-ce que à l'utilisation de papier carton greffé PVOH chromatogénie, est-ce que ça pouvait avoir des impacts au niveau de la DLC? Est-ce qu'on pouvait s'attendre à avoir une augmentation des DLC pour un même produit ou une diminution des DLC? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles on a des retours? Est-ce qu'on est capable de se positionner à ce niveau-là? Et donc, je laisse
voilà, si un ingénieur du CTP veut répondre vis-à-vis de la DLC. Alors pour ma part, j'ai pas d'informations là-dessus. On n'a jamais testé ça du côté contact alimentaire. Je ne sais pas si le côté produit fonctionnel, vous avez. Bah, c'est quelque chose d'assez spécifique. Il faut que chaque produit soit testé par l'industriel en question, à mon avis. Enfin, en tout cas, effectivement, nous, on teste pas ça au CTP. C'est des tests qui sont faits en interne. Par exemple, je sais qu'actuellement, quelqu'un est en train de tester notre papier avec du beurre, par exemple, pour voir si justement le beurre, au bout d'un certain temps, est toujours utilisable, toujours bon à être utilisé, on va dire. Mais après, c'est chacun qui teste son propre produit. Oui, c'est vrai que là-dessus, en fait, c'est vraiment du cas par cas parce que effectivement, le papier chromato aura des et comme on le disait tout à l'heure, en fait, ça va dépendre des caractéristiques du papier, de la qualité de l'induction de PVOH, de la qualité de greffage. Donc, il va y avoir forcément y avoir des barrières différentes que l'emballage utilisé habituellement. Donc, du coup, c'est ce que dit Claire, il faut tester en fait. Comme vous le feriez avec n'importe quel, quand vous changez d'emballage, il faut retester pour voir si ça colle avec vos besoins barrières. Là, en fait, c'est la même démarche. Donc, on peut pas donner des règles en fait spécifiques. Il faut tester, quoi. Merci à tous pour vos réponses sur cette question. Peut-être une question, alors il me semble qu'elle a été répondue, mais peut-être que Laurent pourrait revenir sur la question par rapport au grammage. Est-ce qu'il y a des limites de grammage ou des limites d'épaisseur qu'il peut y avoir avec cette technologie? Alors a priori non, on a fait quand même pas mal d'essais avec différents types de supports. Donc là, ce que j'avais présenté, ça concernait des cartons, mais il y a eu des travaux qui ont été menés avec des supports beaucoup plus fins. Donc ça c'est pour la partie PVEH chromatogénie. Si on parle de la chromatogénie seule, il y a même des essais qui ont été réalisés sur des papiers tissus, sur des glacines, qui sont des papiers qui sont de plutôt fin grammage. Après, la différence va résider dans le fait que, effectivement, quand on vient greffer, par exemple, un carton, on va traiter une seule face. Quand on va traiter, par exemple, un papier tissu, il peut y avoir, comme il y a un petit effet pénétrant, en fait, du traitement, on peut avoir, en fait, un greffage qui va être réalisé préférentiellement sur la face où on est venu déposer, en fait, le réactif, mais il peut y avoir également un traitement qui peut être un petit peu sur la face opposée. Mais voilà, sinon il n'y a pas de limitation, je dirais, en termes de grammage. Et du coup, oui, je rebondis là-dessus, Laurent, parce qu'il y a une question effectivement, est-ce qu'on peut du coup enduire ou greffer des deux côtés? Est-ce que c'est possible de le faire des deux côtés ou c'est forcément qu'une seule face? Non, ça peut se faire des deux côtés, hein. Dans le cas des cartons, on l'a fait des deux côtés. On a fait une induction donc de PVH au recto et au verso, et on est venu faire un simple greffage de chaque côté. Après, vous avez des systèmes d'induction qui permettent d'enduire les deux faces simultanément, voilà, par exemple, pour peut-être gagner un petit peu en termes de timing. Mais on va dire que sur les procédés conventionnels, on vient déposer plutôt d'abord au recto et après au verso, et ensuite on fait le traitement par chromatogénie sur chaque face. Merci Laurent pour cette réponse. J'ai alors une autre question qui est alors peut-être claire sur cette question sur l'origine des acides gras utilisés pour cette technologie. Alors nous, pour le contact alimentaire, on utilise du chlorure de palmitoyl. Donc c'est une chaîne avec 16 carbones. C'est un acide, un chlorure d'acide qui est issu d'acides gras qui proviennent d'huile de palme ou d'huile de coco, globalement. Donc c'est biosourcé comme acide gras, et voilà. Huile de palme, huile de coco, c'est pour l'origine.
Merci Claire. Je vois qu'il y a une question aussi, pardon, sur l'utilisation en fait de cette techno pour autre que pour l'alimentaire. Bien évidemment, on peut l'utiliser pour autre chose que pour l'alimentaire. C'est vrai que l'alimentaire, il y avait un challenge bien spécifique pour être dans les, voilà, classés aptes au contact alimentaire, mais cette techno peut être tout à fait utilisée pour du non alimentaire et c'est même plus simple. Donc là-dessus, il y a pas de souci et je rebondis également sur la triabilité. Donc effectivement, on a fait les tests puisque, la recyclabilité, c'est bien une partie tri et après la partie recyclage et donc la triabilité a été testée et ça pose pas de souci. C'est bien identifié comme du papier carton. Donc les cartons traités, Chromato iront bien, dans la filière papier carton. Donc il y a pas de souci là-dessus. Et peut-être, alors Mélanie, si tu veux revenir aussi sur la compostabilité, il y a une question pourquoi on ne conseille pas la compostabilité? Si tu veux revenir dessus pour compléter ce que tu as pu dire. Oui. Hop, pardon. Pourquoi on ne conseille pas la compostabilité? Ah, sur ce que je disais tout à l'heure par rapport, bah oui, parce qu'en fait un emballage, bah déjà il y a une loi là-dessus, donc les emballages compostables sont plutôt à destination des emballages de restes alimentaires. Donc on prend classiquement l'exemple de l'étiquette de pomme ou choses comme ça. Et il est conseillé pour les autres types d'emballages d'aller plutôt sur la recyclabilité plutôt que la compostabilité en soi. Ça, c'est, en France, en Europe, évidemment, dans d'autres pays du monde, il y a d'autres règles quand les systèmes de collecte, de tri et de recyclage sont moins développés. Oui, il y a des pays, hors qui ont pas forcément les mêmes recommandations, mais en tout cas en France, où on a aujourd'hui des installations de collecte, tri et recyclage, et ben, autant aller, vers le recyclage où il y a une boucle de la matière qui se fait, une récupération de la matière. Je crois Est-ce qu'on a d'autres questions? Je pense qu'on arrive un peu au bout des questions, donc il est 56, on va peut-être, commencer à clôturer ce webinaire. Donc comme on l'a indiqué, il y aura une FAQ qui va reprendre, voilà, on va concaténer les questions et faire donc des réponses écrites à ces questions où on pourra peut-être un peu plus détailler les réponses. Il y aura bien le replay de ce webinaire qui vous sera envoyé et également il sera disponible sur YouTube comme le premier, celui de février. Que dire d'autre? On va vous transmettre également le lien vers le formulaire pour, voilà, si, vu que la chromatogénie, hein, ça fait ça fait un certain temps qu'on en parle, voilà, vous êtes de plus en plus au fait de ce sujet. Donc vous avez voilà le petit panneau qui apparaît pour pouvoir répondre à ce formulaire d'intérêt. Et encore une fois, aujourd'hui, on arrive voilà, on est à la croisée des chemins, pour reprendre une expression, où à un moment donné, on a mené un travail conséquent avec le CTP et aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de passer cette techno dans les mains des industriels et ça clairement on peut pas le faire. Alors, c'est pas, on n'est pas du tout en train de vous vendre, une solution idéale, on ne cherche pas du tout à vendre du rêve, hein. Il y a effectivement, il y a des contraintes, ça répond pas à 100 des besoins, mais encore une fois, c'est une solution qui s'inscrit dans un panel de solutions qui offrent des barrières au papier carton et comme on l'a vu, il y a différents marchés qui sont, accessibles, le surgelé, le non alimentaire effectivement, enfin voilà, le sec, le gras, donc il y a quand même, ça ouvre des portes à pas mal de marchés. Donc n'hésitez pas à manifester votre intérêt via ce formulaire. Donc je vais remercier, toutes les personnes du CTP qui ont participé, qui ont répondu à ces questions. Je vois des petits pouces qui se lèvent, merci beaucoup. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais merci beaucoup et encore une fois, tout sera disponible, en replay. J'espère qu'on a répondu à un maximum de vos questions, en tout cas. Merci beaucoup, il est 14h59, on ne peut pas être plus à l'heure que ça. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci à tous.
Merci.